Bonjour à tous, je suis Anne Villette, je suis directrice d'investissement chez BPI France dans l'équipe Industrie Créative qui gère tous les domaines de la French Touch, de la mode à la beauté, jeux vidéo, le cinéma, décoration, l'art de vivre, voilà, tous les métiers passionnants de la création. Et aujourd'hui, on vient vous parler de la mode. Chez BPI France, nous on pense que la mode de demain, elle sera circulaire ou elle ne sera pas. L'urgence climatique est un grand défi auquel ce secteur doit faire face. La mode, c'est une des industries les plus polluantes au monde. L'essor de la fast fashion ces dernières années a créé une industrie de la surproduction et de la surconsommation. Aujourd'hui, on achète 4 fois plus de vêtements qu'il y a 30 ans. On porte que le tiers de notre garde-robe. 50% de la fast fashion est jetée au bout d'un an et seulement 1% des vêtements sont recyclés en fin de vie. Donc cette industrie, elle est responsable, on estime, entre 4 et 8% des gaz à effet de serre. C'est la troisième industrie la plus consommatrice en eau, derrière le pétrole et le papier, notamment avec la culture du coton. Et son impact social n'est pas des moindres non plus. Benoît, après tout ça, vous allez... C'est facile. Merci Benoît d'être là, je suis ravie de vous interviewer aujourd'hui. Vous êtes la 8e génération de dirigeants de l'entreprise Néré Textile qui fête ses 200 ans cette année. Et si vous pouvez nous raconter comment le parcours de votre entreprise justement sur ces 200 ans. Oui, bonjour tout le monde. Donc l'entreprise Néré que je représente fête ses 200 ans aujourd'hui. Donc elle a été créée à Saint-Étienne. Nous sommes un fabricant d'étiquettes textiles, c'est-à-dire que nous fabriquons historiquement les griffes tissées que chacun porte sur ses vêtements. Donc nous avons connu depuis 1823 beaucoup d'évolutions. L'entreprise est toujours familiale. On a toujours refusé de délocaliser notre atelier de tissage jacquard et notre atelier d'impression textile, qui sont encore dans la Loire. Et c'est vrai qu'en fonction des années, on a eu des évolutions très différentes. Début des années 80, c'est le début de l'informatisation des chaînes de production textile qui nous a permis d'automatiser le design en fait, d'une griffe, puisque le jacquard, c'est l'ancêtre de l'informatique. C'est-à-dire que quand vous voulez tisser une étiquette, il faut dessiner un motif. Donc vous allez pixeliser en fait, l'image et puis chaque point, c'est un enchevêtrement de fils. Si vous avez un fil noir au-dessus du fil blanc, bah, ça fait un point noir. Si le fil blanc il est au-dessus du fil noir, ça fait un point blanc. Voilà. Et c'est comme ça qu'on peut reproduire des images. Donc 80 gros investissements pour informatiser l'entreprise Néré. Et jusqu'à fin des années 80, l'essentiel des marques françaises étaient intégrées en production, en confection de leurs vêtements. Et donc, on fabriquait énormément de griffes tissées pour les Trois Suisses, la Redoute. Et bien évidemment, fin des années 80, la délocalisation a eu un impact très très fort. Ce qui nous a amené début 90 à évidemment se poser la question de l'avenir de l'entreprise. Ce qui nous a permis de rester très clairement en vie, c'est l'industrie du luxe, puisque les grands donneurs d'ordre de l'industrie du luxe n'ont pas délocalisé massivement leur atelier de confection. Et surtout, la maîtrise de l'achat de la griffe tissée, c'est aussi la maîtrise de l'image de marque. Et on sait que, bien sûr, l'intégrité de la marque est un enjeu. Donc nous avons survécu vraiment d'une manière modeste grâce à l'industrie du luxe. Et fin des années 90, c'est arrivé le souhait de la diversification. Nous nous sommes mis non plus à tisser des griffes tissées, mais des rubans et à les imprimer pour offrir des solutions d'emballage. Et aujourd'hui, à partir des années 2010, nous avons massivement investi dans l'éco-conception. 2012, nous faisions 8 millions de chiffre d'affaires. 2022, c'est 50 millions. Donc on va en parler. Mais ce qui a expliqué cette croissance, c'est notamment le choix de partir sur l'éco-conception. Puisque bien sûr, on a toujours intégré les problématiques de développement durable dans la stratégie d'entreprise. Et justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur cette éco-conception qui sert toute la virtuosité via la traçabilité aussi en amont pour la transition de ce secteur qui est primordial? Alors, comme on est un acteur de l'industrie du luxe, le luxe a été avant-gardiste en matière d'éco-conception et de maîtrise de la supply chain. Donc on sait que la politique RSE est fondamentale pour l'avenir de notre industrie. Donc il se trouve qu'avec l'ADN de la société Néré depuis 200 ans, on a toujours été nous aussi avant-gardistes en termes de stratégie RSE. Et donc nous avons été les premiers à fabriquer des rubans complètement biodégradables 2012-2013. Et donc on s'est mis à tisser beaucoup de matières nouvelles. Donc bien sûr le polyester recyclé qui est une des solutions intéressantes, mais également le lin, le chanvre, l'eucalyptus, l'ortie,
le liège, le coton GOTS, le coton certifié. Donc on a développé tout un savoir-faire très fort sur le tissage de matières biosourcées et biodégradables et également sur la maîtrise de la supply chain. Et on est parti très tôt réaliser des audits sociaux, environnementaux partout dans le monde pour savoir exactement ce que nous achetions en termes de matières premières, dans quelles conditions elles étaient fabriquées et s'assurer que les aspirations des grands du luxe et des consommateurs et des consommatrices aujourd'hui soient bien répercutées. Alors pour vous donner quelques idées, donc on est passé de 8 à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc l'éco-conception est source de création de richesse. Et c'est effectivement plus de 70% de notre production qui est complètement biodégradable aujourd'hui, ce qui pour l'industrie textile, je pense, quelque chose qui va se développer à l'avenir. Et 8 millions, ça c'est 2012. Vous êtes combien dans l'équipe? Alors, 8 millions 2012, combien on est dans l'équipe à l'époque? À peu près. Et comment on transforme, on met cette agilité, cette innovation oui, dans une entreprise familiale? On embauche énormément. Donc effectivement, on a connu une grosse croissance. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que, et c'est pour ça que le textile doit donner, je dirais, la nouvelle tendance. Hein. Le textile a été le premier à partir, effectivement, hein, dans la délocalisation, avec tous les enjeux, les difficultés qu'on a vues. Moi, je crois que le textile va être le premier à revenir et à inspirer ce que doit être l'industrie du futur. Donc en termes de création d'emplois, ce qui est important pour nous, c'est de réconcilier l'économie de la connaissance et l'économie de la production. C'est-à-dire que si on veut être inclusif et avoir une cohésion sociale, il faut donner du travail à tout le monde, quel que soit son niveau de certification initiale. Hein. Alors, ces 10 dernières années, donc grosse croissance grâce à l'éco-conception. Et là, maintenant, ce qui est très beau, c'est de voir que l'économie circulaire, j'y crois énormément. Et c'est source aujourd'hui pour nous d'une innovation importante, qui est l'étiquette intelligente textile, puisque nous avons développé une technologie pour aller porter des marqueurs digitaux dans l'étiquette avec notre plateforme, qui est une plateforme digitale, hein, que l'on vend en mode software as a service, qui permet tout simplement de suivre le produit textile le long de sa chaîne. Et la marque peut mettre le contenu numérique qu'elle souhaite sur le produit textile. Et elle peut même changer le contenu en temps réel. Et même la marque peut avoir, avec un simple smartphone, un contenu qui est différent du contenu que la consommatrice ou le consommateur peut avoir également avec un simple smartphone. Donc ça, c'est très intéressant parce que notre nouveau domaine d'activité stratégique, c'est de permettre aux marques d'organiser l'économie circulaire. On croit bien sûr beaucoup dans le recyclage. Et le recyclage, il faut quand même bien suivre le vêtement. Il faut savoir... les machines de recyclage ne marchent pas toutes pour tous les matériaux. Donc il faut quand même bien savoir le produit qui arrive en amont, comment est-ce que vous allez le retraiter. Donc ça, c'est une des applications de l'étiquette intelligente. L'étiquette intelligente, c'est l'organisation du marché de la seconde main. C'est l'intégration de certificats d'authenticité avec des algorithmes de blockchain. L'étiquette intelligente, c'est la réparation du produit textile. C'est le réemploi. C'est également la location. Voilà, moi, je crois beaucoup à la location de produits textiles techniques. Moi, quand j'étais enfant, j'avais pas mon baudrier chez moi. Je louais le baudrier pour faire de l'escalade. Bon, aujourd'hui, j'en ai un. Je l'ai acheté il y a une vingtaine d'années. Mais je pense que demain, on va revenir, et c'est le pari que nous faisons, sur la circularité du produit textile comme source de création de services et aussi donc de performance pour les marques et pour le producteur que nous sommes. Donc, c'est vrai que cette croissance-là, elle est venue d'abord dans l'éco-conception, grâce aux valeurs aussi sociales et environnementales historiques de l'entreprise. Et elle est démultipliée aujourd'hui par l'innovation numérique et toutes ces tendances que l'on voit aujourd'hui. Et justement, cette innovation, elle a été poussée par qui chez vous? C'est vraiment vous, dirigeants, les équipes, les clients? Parce qu'on se dit aujourd'hui, en effet, il y a l'urgence climatique, il y a la pression des consommateurs, même s'il y a un peu encore un paradoxe entre leur intention écologique et l'acte d'achat réel. Il y a la pression réglementaire aussi. Vous êtes assez précurseur par rapport aux besoins, justement, ne serait-ce que réglementaires aujourd'hui sur le sujet. Est-ce que vous nous en dire plus sur la naissance de ce projet incroyable? Oui, bien sûr. Alors, je crois que les choses sont généralement multifactorielles. Donc après, le rôle du dirigeant, c'est de mettre en œuvre les différentes forces au sens noble du terme de l'entreprise et de l'écosystème. Moi, il se trouve qu'avant de reprendre l'entreprise textile, je viens du domaine de l'Altech, puisque je suis un ingénieur en électronique. Donc bien sûr, quand j'ai repris l'entreprise familiale, mon rêve, c'était de réconcilier le textile et l'histoire de ma famille, et notamment de ce père qui n'a jamais voulu délocaliser son atelier de textile.
Il était dirigeant fin des années 80, début des années 90. Moi, j'étais un jeune ado et je peux vous dire qu'à l'époque, à la maison, c'était tendu le soir. Donc, j'avais probablement envie, au fond de moi, de réconcilier mon parcours personnel d'ingénieur dans la tech avec l'histoire de la famille et ce combat pour la production textile en France. C'est l'industrie du luxe qui est très vertueuse, qui est partie très tôt et qui, je dirais, confie des développements stratégiques à des fournisseurs qui sont compliantes. Donc, de toute façon, si on veut être vivant et faire du business, il faut être compliante. Et on ne peut pas être à moitié compliante, il faut répondre aux exigences les plus élevées, les plus difficiles, d'une certaine manière, en termes de critères environnementaux et sociaux. Il y a une prise de conscience sociétale qui va bien sûr beaucoup changer. J'espère que les gens ne seront plus des consommateurs, mais des consomme-acteurs. Alors ça prend du temps, ça ne va pas se faire comme ça, mais j'y crois énormément. Le Covid a banalisé l'utilisation du QR code. Donc nous, on peut tisser un QR code unique. Donc chacun a son QR code et peut tisser, scanner son étiquette. Et puis les exigences réglementaires. Donc on parle bien sûr de la loi AGEC. Et on parle aussi du Digital Product européen, donc qui est le passeport numérique. Et finalement, cette étiquette intelligente, on l'a lancée 2017-2018. C'était en discutant avec un client. Voilà, donc on a fait un très beau développement un peu confidentiel. Et aujourd'hui, on voit que cet alignement finalement des planètes va dans le bon sens, puisque cette étiquette est déjà la réponse parfaite pour les produits textiles au passeport numérique européen. Et donc, nous avons pris d'une certaine manière 2 à 3 ans d'avance. Voilà. Ça, c'est votre vision avec votre histoire que vous venez de raconter. C'est des clients, en effet, de l'ultra-luxe. Comment on fait pour emporter tout le reste du marché et que l'avenir soit plus radieux dans 10 ans Alors là, ça ne va pas dépendre que de l'entreprise Néret, ça c'est sûr. Bon, BPI aide beaucoup. Moi, je crois que il faut arriver à concilier la création de richesse avec l'aspiration des consommateurs. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on part dans l'économie circulaire, je pense que l'économie circulaire n'est pas du tout destructrice de valeur. Au contraire, alors il faut associer des services et donc je crois que c'est important à la fois d'éduquer l'opinion publique, que l'on comprenne que celui qui est quand même responsable et qui fait la délocalisation ou non, c'est d'abord le consommateur. C'est-à-dire que si on décide avec 100 € d'acheter une chemise fabriquée en France, on peut aussi acheter avec les mêmes 100 € 10 t-shirts à 10 € fabriqués en Asie. Alors moi, je me suis amusé à faire un petit calcul en tant que fabricant d'étiquettes. Si vous dépensez 100 € pour acheter une chemise en France, j'ai à peu près le même chiffre d'affaires, j'ai les mêmes marges que si je fais 10 t-shirts, enfin que si vous allez acheter 10 t-shirts à 10 €. J'ai un bilan carbone qui est 3 fois plus bas et l'espérance mathématique, comme je suis français, de mon succès est beaucoup plus élevée. Donc il y a quand même d'abord un choix du consommateur, et ça c'est important. Et puis deuxièmement, je pense que les grandes marques ont compris les aspirations environnementales et que probablement on va pouvoir concilier ces aspirations-là avec une source de création de services et de richesse. Et vous voyez un vrai mouvement d'accélération de ce partage et de cet engouement solidaire pour répondre à cet enjeu. Depuis quand Alors, c'est très juste. Alors, nous, on est parti très tôt, puisque c'est dès 2012 sur l'éco-conception. 2017-2018, il y a eu une vraie prise de conscience. Depuis 2 ans, ça s'accélère. Et c'est vrai que le cadre réglementaire européen va être une source d'accélération. Je pense que cet engagement, ces défis réglementaires doivent être conciliés avec l'envie de créer des nouveaux usages et donc du nouveau business. Voilà. Et que si on veut véritablement être dans la transition, il faut à la fois être effectivement dans une orientation réglementaire avec une forme de contrainte, mais mettre quand même du plaisir et mettre également du nouveau business. Donc le textile sera vert parce que le textile a compris, et je pense que c'est vraiment ce qui se joue maintenant depuis une petite année, une grosse année, qu'il y a énormément d'usages nouveaux qui vont voir le jour et qui permettront aux marques qui prendront ce virage de fidéliser l'entreprise et de développer des nouveaux modèles économiques qui seront très très vertueux à tout point de vue. Et c'est vrai que moi aujourd'hui, j'ai 95% des discussions avec mes clients qui ne sont que sur ces sujets-là. Et donc je peux vous dire qu'il y a un effort énorme de tout le monde dans le textile pour devenir vert,
et en plus contribuer bien sûr à la relocalisation et à la création d'emplois durables. Voilà. Merci Benoît, bravo pour cet héritage, pour cette invention, ces réinventions, cette innovation. Et merci à tous. Merci beaucoup.